C'est atroce ce qui est arrivé. On comprend pas. De toute façon, on a été obligé, bien sûr, de baisser le rideau. Et puis, alors, les spectateurs, ils sont partis. Tout le monde était bouleversé. Nous, on est restés. Il faut pas savoir, on a attendu la police. Non, c'est assez horrible. Tu peux pas savoir. Moi, je suis bouleversé. Non, je pense que je serais pas rentré avant 1 heure. Bon, je te rappelle, mon chéri, hein, je t'embrasse. Entrez. Monsieur Perrin, lieutenant Texier. Veuillez me suivre au commissariat, s'il vous plaît. Vous pouvez pas prendre mon témoignage ici? Il ne s'agit pas de témoignage. Vous êtes le principal suspect. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes, dans le silence et le recueillement, et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Mesdames et messieurs, la Cour. Vous pouvez vous asseoir. L'audience est ouverte. Mesdames, Messieurs, nous allons juger ce soir l'affaire Francis Perrin. Dans quelques instants, dans ce box, M. Francis Perrin va comparaître pour répondre d'une accusation de meurtre avec préméditation. À cette barre, 3 témoins vont venir déposer. La règle du jeu est simple. Soit M. Perrin est coupable, soit il est innocent. Au cas où il est innocent, c'est forcément un des 3 témoins qui est le coupable. Vous avez donc, mesdames et messieurs les jurés, vous, devant la télévision, vous avez donc tout ce procès pour vous faire votre intime conviction et désigner ainsi celui que vous pensez être le véritable coupable. Je vais vous demander, mesdames et messieurs les jurés, de vous présenter. Michel Cotta, journaliste. Nagui, animateur. Clélia Ventura, réalisatrice. Bernard Werber, écrivain. Paco Rabanne, couturier. Valérie Benaïm, journaliste animatrice. Guy Savoie, cuisinier. Fanny Cotenson, comédienne. Laurent Jalabert, consultant sportif. Merci. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent que nos jurés, ici présents, sont dans l'ignorance totale de la solution de l'énigme policière et judiciaire que nous proposons ce soir. C'est d'ailleurs également le cas de nos 2 avocats, qui sont 2 véritables avocats, Maître Gilbert Collard du barreau de Marseille et Maître Martial du barreau d'Agen. Et en plus, ces avocats, à l'instant même, ne savent même pas lequel des 2 sera chargé de l'accusation et lequel sera chargé de la défense. Nous allons procéder à un tirage au sort. Veuillez vous approcher à la barre, s'il vous plaît, maître. La greffière va vous apporter 2 dossiers. Ce sont des procès-verbaux. Derrière chacun, il est marqué un mot. Sur l'un, défense. Sur l'autre, accusation. Veuillez tirer au sort. Maître Collard, vous avez choisi l'accusation et Maître Martial, la défense. Veuillez donc rejoindre chacun votre camp. Je rappelle que la performance est assez remarquable, puisque d'habitude, les avocats ont beaucoup de temps pour préparer, et là, ils ne prépareront pas. Mesdames et messieurs, pendant tout ce procès, vous allez voir des images. Soyez très, très attentifs aux images, parce que ces images renferment des indices, des preuves, et quelque part, très, très bien cachées pour les plus malins d'entre vous, pour les plus perspicaces d'entre vous, la preuve irréfutable de la culpabilité du véritable assassin. Voilà, je voulais juste vous dire également qu'après la délibération tout à l'heure, nous vous révélerons l'entière vérité. Nous allons pouvoir commencer. Faites entrer l'accusé. Francis Perrin est né en 1947 à Versailles. Il est marié et père de 6 enfants. Il a débuté à la Comédie-Française avant de se lancer dans le cinéma. Acteur, auteur, metteur en scène, directeur de théâtre et de festival, il a publié sa biographie, Mon Panthéon est décousu, et l'année dernière, son premier roman, Degré de lassitude. Avant de procéder à la lecture de l'acte d'accusation, je voudrais qu'on se plonge dans cette histoire, dans ce drame affreux qui s'est noué un soir de novembre sur la scène du Théâtre des Variétés.
tu me ramènes chez ta femme. Plus c'est risqué, plus c'est excitant. Ah, viens, j'en peux plus. Attends, laisse-moi au moins admirer où tu vis. Emmanuel, on n'a pas le temps de faire une visite guidée. Dis, tu m'emmèneras au Louvre. Ah oui, mais pas maintenant. Charles? T'excuses pas. C'est vachement ressemblant. Ça va? Oui. J'ai aucun mérite de t'avoir conduit. Tu vas voir, ça va être merveilleux. Attends, je peux pas, le tableau. Bah quoi, tableau? Bah, elle me regarde, ça me gêne. Oh, toi, tiens, je la retourne. Elle est tout de même mieux comme ça, hein? C'est ma femme qui revient, mais elle ne veut pas rentrer avant 1 heure. Bah, dis donc, tu nous laissais pas beaucoup de temps. Tiens, viens dans le placard, viens. Viens là. Étienne, présente-la-moi. Pas maintenant. Mais pourquoi? C'est notre anniversaire de mariage. Allez, viens là, viens là. Viens là. Ah, mais pour une fois, je suis content de la savoir en boîte. Étienne? Étienne! Je sais que tu es là! Et pas seul en plus. Cet homme a si peu d'imagination qu'il a toujours la même cachette. Sortez, madame, si vous êtes présentable. Merde! Virginie! Qu'est-ce... Rideau, merde! Rideau! Mais qu'est-ce que c'est? Veuillez lire l'acte d'accusation, s'il vous plaît. Francis Perrin est accusé d'homicide volontaire avec préméditation sur la personne de Virginie Moretti, comédienne, le samedi 19 novembre 2005 au Théâtre des Variétés. Au cours de la dernière représentation de Haute Trahison, Francis Perrin l'a précipitée violemment dans un placard où elle s'est empalée sur 3 couteaux à longue lame. Tout porte à croire que c'est Francis Perrin qui les a installés dans l'après-midi du meurtre, car il a été prouvé qu'il a acheté ces couteaux le jour même chez un antiquaire situé à 50 mètres du théâtre. Sur ces couteaux, on n'a retrouvé que ses empreintes et de plus, on a récupéré à l'intérieur de ce placard mortel de la cendre provenant d'un de ses cigares. Monsieur Francis Perrin, quelle est votre version des faits? Monsieur le Président, je ne conteste pas ce qui a été dit, sauf que je plaide innocent, car je n'ai absolument pas commis ce crime affreux et j'ai acheté effectivement, enfin l'après-midi, là, ces couteaux parce que je suis un collectionneur et voilà. Vous poussiez tous les soirs très violemment? Ah oui, ça c'était un geste que j'avais tous les soirs pour la pousser. Pas plus violemment ce soir-là qu'un autre? Non, je poussais tous les soirs parce qu'il fallait qu'elle aille au fond du placard. Ça c'est un geste que je faisais depuis 200 fois. On a retrouvé vos empreintes et on a retrouvé des cendres de votre cigare. Oui, je pense que excusez-moi. Oui. Si j'avais voulu commettre le crime, j'aurais pas été, je pense, aussi maladroit pour mettre les... Vous pensez que c'est une machination contre vous, qu'on a mis de la cendre? Je suis sûr que c'est une machination, Monsieur le Président. Et je suis sûr, ça fait 5 mois que je suis en prison et que je réfléchis à cette affaire. Et tous les soirs. Votre différend avec Madame Virginie, vous aviez de la rancune contre elle, par exemple? Oui, effectivement. La veille, elle avait brûlé un manuscrit qui était une de mes pièces que j'avais écrite et qui était un manuscrit unique, puisque j'écris à la main, au stylo, et que je ne fais pas de copie. Donc, vous plaidez totalement innocent. Mais bien sûr, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les jurés, si vous voulez poser des questions, c'est à vous. Je voudrais savoir comment vous expliquez la présence de la cendre de cigare dans ce placard. Je ne l'explique absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'on...
Je fume régulièrement donc le cigare dans le théâtre et tout, et je pense qu'on a pris des cendres dans Pour vous faire l'incendie. accuser, c'est ça? Ah oui, mais ça j'en suis sûr. Monsieur Werber. Au moment où vous l'avez poussée, est-ce que vous êtes aperçu de quelque chose? Est-ce qu'elle a poussé un petit cri? Non, ou elle est-ce a que vous crié, avez- mais comme tous les soirs. Je la poussais, elle criait tous les soirs parce que je la Mais est-ce poussais. qu'il vous a semblé qu'elle criait différemment? Non, absolument pas. Est-ce qu'il vous semble possible que les couteaux étaient enfoncés après qu'elle ait été mise dans l'armoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous semble possible qu'au moment où vous l'avez mis dans l'armoire, il n'y avait pas de couteau et que les couteaux soient arrivés ensuite? Est-ce que, par rapport au décor, c'est possible que quelqu'un arrive ensuite? Non, c'était pas possible puisqu'il y a le mur du décor, mais moi je savais que c'était un geste que je faisais. Non, mais d'après notre Depuis enquête, 200 Monsieur fois. Werber, Est-ce d'après que notre les enquête, couteaux- Monsieur Werber, le placard est collé au mur. Oui, il est collé Donc, on ne voit mais- pas comment quelqu'un, à part les mettre avant, pourrait les mettre pendant. Donc il faut que les couteaux soient fixés quand même, pour pouvoir Apparemment, recevoir le d'après choc. notre enquête, ils étaient coincés entre des lattes de bois et coincés contre le mur, tout simplement. Parce qu'au moment où un corps arrive contre des couteaux, il y a plus de chances que le corps pousse les couteaux plutôt que ça s'enfonce pile dans Non, la parce chair. qu'il Il y a y une avait- sacrée résistance. Mais il y a un mur de l'autre côté. Ah oui, mais comment ils tiennent droit? Comment ils peuvent Ils étaient tenir? coincés, l'enquête a déterminé qu'ils étaient coincés entre des lattes de bois assez épaisses et qu'ils étaient contre le mur, donc ils étaient fixes. Ils étaient fixes et quand on s'enfonçait dessus, le couteau ne pouvait pas reculer puisqu'il était contre le mur. D'accord. Donc vous n'avez rien vu au moment où vous l'enfoncez? Ah non, vous savez, moi je faisais... c'était un grand mouvement, vous avez vu, ça je faisais ça comme d'habitude, ça n'a rien changé. Monsieur Jalabert. Oui, ça fait 2 fois que vous dites qu'on m'avait brûlé mon manuscrit. Êtes-vous sûr que c'est la victime qui a brûlé? Ah oui, elle me l'a dit. Ah oui, elle me l'a avoué. Parce que vous sembliez quand même bien d'accord au moment de jouer la scène. Il n'y avait pas l'air d'y avoir trop d'animosité entre vous. Ah bah vous savez, on joue la comédie, hein, mais j'étais très en colère. Je vous assure que des mois de travail sur une pièce, en plus, je trouve que c'était une des meilleures pièces que j'ai écrites. C'était vraiment un drame. Hein. Mais Monsieur quand Paco-Rabanne. on joue la comédie, je trouve que les spectateurs n'ont pas à le savoir. Monsieur Paco-Rabanne. Monsieur Perrin, avez-vous l'habitude de fumer sur scène? Oui, on ne fait pas ça dans un théâtre, mais j'ai vraiment la permission de le faire dans le théâtre, oui, absolument. Ça, c'est une mauvaise habitude, mais... Encore quelques questions. Monsieur Nagui. Est-ce que vous aviez déjà joué avec cette comédienne avant cette pièce? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. Et elle avait des raisons de croire ou d'être persuadée de continuer de jouer avec vous dans la prochaine pièce? Ah oui, parce Pourquoi parce que je la trouvais bonne comédienne, quoi. Elle était bien dans ce rôle-là, oui. Et puis je pense qu'elle... Non, ça, c'est des raisons pour lesquelles vous auriez pu espérer ou vouloir l'engager. Mais pourquoi elle aurait pu nourrir ce rêve? Elle était... c'est une fille très, très ambitieuse. Vous en apercevrez d'ailleurs tout au long de ce procès. Très, très ambitieuse. Hein. Monsieur Savot. Oui. Est-ce qu'il vous arrivait de mettre les cendres dans le cendrier que l'on voit près du régisseur? Oui. Absolument. Madame Belaïm. À quelle heure est-ce que vous avez acheté ces fameux couteaux? En début d'après-midi, après déjeuner, puis juste avant de venir au théâtre, oui. Une dernière question. J'ai juste une dernière question. Je voudrais savoir quelle a été votre réaction face à l'aveu du fait qu'elle ait brûlé votre manuscrit. J'étais dans une immense colère. Parce que c'était... Juste vraiment... la colère. Ah non, c'était un drame pour moi, oui. Vous avez eu envie mais de là à tuer, non, il faut tout de même pas pousser, quand même. Vous allez voir ces images, d'ailleurs, dans quelques instants. Maître Collard, une question Oui, à l'accusé. Monsieur Perrin, vous êtes comédien, vous appartenez à la Comédie Française. Je suppose que vous avez appartenu. Je suppose que vous avez une grande tendresse pour la littérature et pour l'écriture. Absolument. Quand vous avez écrit ce manuscrit dont vous n'aviez pas de copie, absolument, qui a été déchiré, vous avez dû être déchiré vous-même. Enfin, brûlé. Hein. Brûlé, vous devez être brûlé vous-même. Oui. Alors, je voudrais faire la différence entre la comédie et la dissimulation. Parce qu'on peut être comédien, mais on peut être aussi très dissimulateur. Alors, cette femme, elle brûle votre manuscrit, et vous arrivez à vous comporter comme ça sur scène, sans la moindre hargne que l'on pourrait remarquer, quoi. Vous êtes parfaitement capable de jouer, malgré tout ce qui vous bouleverse, la comédie. Oui, c'est de la comédie ou de la dissimulation? Non, je crois que c'est de la comédie. Il faut faire. Puis en plus,
Et la dissimulation, c'est quoi C'était la alors? dernière fois où on jouait, donc j'ai fait un gros effort. Ah, un gros effort. Vraiment. C'est un effort qui a été réussi. Hein. Ben, vous savez, il fallait que je fasse rire. Hein, Et voilà. Alors, vous avez toutes les raisons du monde Monsieur de pleurer, Monsieur le Président, et vous avez envie de faire rire. Monsieur le Président, Pardon, Maître Collard pose une question, il ne tranche pas en interrogeant mon client. S'il vous plaît, je vous demande de faire respecter le débat Rassurez, Maître et le Martial, contradictoire. la guillotine a été je vous prie. supprimée, on Oui, tranche. non. Je vous en prie, Mais Maître Collard, j'aimerais que ces débats, s'il à vous vous plaît, écouter, je vous en prie, Maître Martial. Monsieur le Président, à écouter Maître Collard, on a l'impression que la guillotine n'a pas quitté. Maître Martial, je souhaiterais que ces débats se déroulent dans le calme. Alors, sur vous, Monsieur le Président. Je tiens à ce que vous respectiez à la fois la justice et à la fois le souvenir de la victime. Alors, ça vous Maître Collard, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, avant de passer au témoin numéro 1, je vous rappelle que si l'accusé n'est pas coupable, c'est forcément un des témoins. Je voudrais rappeler à nos deux avocats que je souhaiterais que cette audience se tienne avec le plus grand calme et la plus grande réserve possible. Faites entrer le témoin numéro 1. Le témoin numéro 1, Charles Lazzuli, 53 ans, divorcé, sans enfant, profession entrepreneur de spectacle et éditeur de DVD. Il vivait en concubinage avec Virginie Moretti depuis 1 an dans son appartement rue des Martyrs dans le 9e arrondissement de Paris. Monsieur Lazzuli, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Monsieur Lazzuli, quels étaient vos rapports exacts avec la victime? Monsieur le Président, c'était ma compagne depuis 1 an. Votre compagne depuis 1 an? Oui. Jusqu'à la fin? Jusqu'à la veille du drame. À la veille? Vous êtes séparés la veille? Il y a eu quelque chose? Oui, disons que la veille, j'avais organisé un pot pour la 200e représentation du spectacle et disons que ça s'est pas très bien passé. Mes bien chers amis, je vous ai réunis pour fêter notre 200e et hélas notre avant-dernière. Mais 200 représentations par les temps qui courent, c'est un grand succès. Aussi, merci à notre cher directeur. Merci. À toute l'équipe, administration, technique et surtout un coup de chapeau à mes chers comédiens. Ma si chère Yolande, ma meilleure amie depuis toujours. Oh, je te le rends bien. Ma si chère Virginie, mon meilleur amour, j'espère pour toujours. Et mon meilleur auteur, mon meilleur acteur, mon meilleur metteur en scène, mon meilleur tout, quoi, Francis Perrin. Ouais. Non, il exagère, mais pas tant que ça. Et j'en profite pour vous annoncer que s'il ne change pas d'avis, j'aurai le plaisir de produire dans 2 mois sa prochaine pièce dont je ne connais pas toujours l'histoire. Moi non plus. Non, je plaisante. Je viens juste de finir de l'écrire. Pour ceux qui l'ignoreraient, Francis écrit à l'ancienne, à la main. Eh oui, moi je suis de la vieille école parce que le crissement de la plume sur le papier, ça c'est un plaisir inégalable. En attendant, ton manuscrit n'est pas encore tapé. Il est bien au chaud, j'espère. Voilà, il est dans ma loge et je veille dessus comme à la prunelle de mes yeux et des tiens. Attention. Francis, tu sais, t'aurais dû me prendre dans ta prochaine pièce. Ouais, mais on en a déjà parlé. J'ai écrit le rôle pour Gersande, ma femme. Et toi, tu ne dis rien. Tu pourrais réagir. Virginie, je t'ai demandé de ne pas tout mélanger. Ah bon? Ah bah pourtant, ça fait longtemps qu'on mélange. Alors t'es sûr, je ne ferai pas partie de la distribution. Inutile d'insister. T'as raison, mieux vaut en rire. Ah non, je rigole. Parce que quelque chose me dit que ta pièce, t'es pas prêt de la jouer. Ah, comment ça? Son titre, c'est bien La preuve par 3. Eh ben, t'aurais mieux fait de l'appeler La preuve par le feu. La preuve par le feu? Je serais toi, je me précipiterais dans ma loge. Oh non! Oh la salope! Quoi, tu me lâches? Casse-toi! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Monsieur Lazzuli, que s'est-il passé ensuite, à la fin de cette soirée? Eh bien, Virginie a disparu toute la nuit. Elle n'a réapparu à la maison que le lendemain, aux alentours de 14 heures. Le jour du meurtre? Le jour du meurtre.
T'étais où? Oh, j'aurais dû parier. J'étais sûre que tu me poserais cette question. T'étais où? Je te le dirai pas, mais j'étais bien. Ah ouais. Tu te rends compte de ce que t'as fait cette nuit? Tu veux parler d'hier soir? Oui. Et de cette nuit aussi. T'étais où? T'étais où? T'étais où? Oh là là, je t'ai connu avec un peu plus de conversation. Eh ben, tu l'as dit toi-même, hein? Faut pas tout mélanger. Tu m'as trompé. Je suis fatiguée. T'es gentil. Tu me fais couler un bain? C'était qui? Je le connais. Il est chaud. Oh. Très chaud, le bain que tu vas me faire couler. Arrête, je suis malheureux. La faute à qui? Je joue dans quelle pièce, moi, la saison prochaine? Enfin, il n'y a quand même pas que ça entre nous. Oh, si, j'en ai peur. T'as jamais eu de sentiment pour moi? Mais tu t'es regardé. Tant que tu m'étais utile, je voulais bien faire un effort. Un effort? Mon pauvre vieux. Le seul plaisir que tu m'as donné, c'est celui des projecteurs. Alors maintenant, si tu me sers plus à rien, rideau. Dégage tout de suite! Mais tu permets? Tu permets que je me repose? Je vais être en forme pour la dernière, pour notre dernière. Je sais pas ce qui me... Eh ben vas-y, ça te coûtera encore plus cher. Pauvre abruti, va. Monsieur Lazuli, à la suite de cette scène assez violente, vous avez fait quoi? J'ai marché dans la rue et puis j'ai téléphoné à mon amie, Yolande Lavigne. Yolande Lavigne, l'autre actrice que nous voyons dans la pièce de théâtre. Je lui ai demandé de me rejoindre au théâtre. Au début de l'après-midi? Oui, le plus vite possible, quoi. Donc, vous êtes allé au théâtre au début de l'après-midi, vous avez passé l'après-midi là-bas? Oui, monsieur le Président. Bien. Est-ce que les jurés veulent poser des questions à monsieur Lazuli? Monsieur Nagui. Vous avez dit à votre compagne, je ne sais pas ce qui me retient. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous a retenu, justement? Je crois que vraiment, j'aimais vraiment Virginie et... C'est des choses qu'on dit lorsqu'on est très en colère, mais enfin, bon, oui, je sais pas ce qui me retient de... Enfin, je sais pas, en tout cas, je me suis retenu. Ça faisait qu'1 an que vous étiez avec elle? Oui. C'est pas la première fois que vous avez une liaison avec une comédienne ou avec quelqu'un avec qui vous travaillez? Oui, mais cette fois-ci, c'était la bonne. C'est comme ça, je me sentais comme ça, j'étais bien avec elle et je voyais pas pourquoi les choses s'arrêteraient. Madame Cotin. Elle vous a trompé? Est-ce que vous aviez des soupçons? Est-ce que vos soupçons portaient sur quelqu'un? Non, enfin, toute la terre entière, peut-être. Bah, mais vous avez pas- l'air d'être rassuré du fait qu'elle vous trompe. Alors, est-ce que vous aviez des raisons de penser qu'elle vous trompait? Non, j'avais aucune raison. Je l'ai découvert ce jour-là, lorsqu'elle m'a dit... Ça vous a pas étonné outre mesure? Bah, j'avoue que... Je sais pas, ça m'a abattu, plutôt. Vous savez, voilà, j'étais très proche d'elle, j'étais tout le temps avec elle, et j'ai pas vu venir les choses, simplement, je crois. Monsieur Savoie. Est-ce qu'à chaque fois vous aviez une altercation, vous appeliez Yolande et vous décidiez de passer un moment avec elle? Yolande, je l'appelle depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je lui parle. Ça fait Yolande, on se connaît depuis le conservatoire. Donc Yolande, c'est mon amie, c'est une grande amie avec laquelle je partage beaucoup de choses, effectivement. Monsieur Paco Rabanne. Dites-moi, quelle était votre réaction exactement lorsque vous avez vu que le manuscrit de M. Perrin avait été brûlé? Est-ce que ça a été quelque chose que vous a poursuivi toute la nuit ou pas? C'est terrible de voir ce manuscrit brûlé, qui était tout le travail de Francis, et de savoir les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Donc j'ai su tout de suite ce qui était passé. Donc c'est pas tellement le manuscrit brûlé, ça j'en suis désolé, mais c'est les circonstances, quoi. C'est le savoir qui a brûlé ce manuscrit. Donc De savoir que celle que vous aimiez avait fait autant de mal. Madame Benaïm. Comment vous sentiez-vous vis-à-vis de votre ami, Francis Perrin, puisque c'était votre ami? c'est mon ami, enfin c'est toujours mon ami, c'est mon ami de cœur, c'est mon ami, c'est avec lequel je bâtis des choses depuis maintenant un bon bout de temps. Mais j'étais déconcerté, désespéré. Enfin, je souffrais pour lui et puis pour l'avenir, pour plein de choses, parce qu'un texte, c'est sa vie, c'est son travail. Madame Ventura. Vous qui vous dites l'ami de Francis depuis de longues années, est-ce que vous le croyez capable de ce geste? C'est absolument... Un tel geste. Répondez. Enfin, le fond de votre personnellement, pensée. Non, je ne pense pas. Enfin, c'est pas possible. Je n'arrive pas à le concevoir. Une dernière question, Madame Cotenson.
Non, si vous ne pensez pas que ça peut être lui, alors pensez-vous à quelqu'un d'autre qui pourrait en vouloir à votre ami Je ne vois pas. En dehors de vous, qui aviez quand même toutes les raisons d'en vouloir à Virginie. Vous savez, d'en vouloir ou de la vouloir, je ne sais pas. Maître Collard. Est-ce que je peux poser une question à M. Perrin, très courte? Oui, bien sûr, très courte. Monsieur Perrin, qu'est-ce qui vous paraît le plus grave? Le fait que votre manuscrit ait été brûlé ou le fait qu'elle l'ait trompé et bafoué? Non, moi, ce qui me paraît le plus grave, c'est que Virginie Moretti ait été assassinée. Ça, c'est une très bonne réponse de théâtre. Bien. Maître Martial. Oui, Monsieur le Président, une seule question en ce qui me concerne. On vous sent très amoureux, ça ne se discute pas. Je crois que ce que vous ressentez est très sincère. Entre le manuscrit et brûlé et ce qu'elle dit en ce qui concerne votre vie privée, elle vous a trompé, et l'amitié que vous avez pour Francis Perrin, qu'est-ce qui va à un moment donné l'emporter? Est-ce que vous auriez été capable de faire un choix entre cette amitié de 30 ans et cet amour-là qui fait n'importe quoi en une journée? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je veux dire que tout allait bien, et puis subitement tout explose, mais tout explose en même temps. Donc faire un choix, non. Je ne peux pas faire de choix entre la femme que j'aimais et qui est morte quasiment devant moi, et puis bien évidemment, c'est ça qui est le plus important, c'est qu'elle soit morte. Après, le reste, c'est des considérations amicales, mais là, il y a eu mort. Donc... Monsieur, je suis surpris en vous écoutant déposer en votre qualité de témoin. Je vous rappelle que vous avez prêté le serment de dire toute la vérité. Vous ne le regardez pas une seule fois dans les yeux. 30 ans d'amitié, vous pouvez le regarder droit dans les yeux. Monsieur Perrin, levez-vous, qu'il vous regarde une fois pendant qu'il dépose. Et il vient de dire quelque chose d'important. Il ne vous croit pas coupable de tout ça. Alors regardez-le droit dans les yeux. Aucun problème de regarder Francis dans les yeux. Pas d'autres questions, Monsieur le Démonstration Président. est terminée, Monsieur. Bien sûr, Monsieur le Président. Bien. Veuillez rejoindre le banc des témoins derrière, Monsieur Lazzuli. Nous allons accueillir le témoin numéro 2. Le témoin numéro 2 s'appelle Yolande Lavigne, 52 ans, mariée, sans enfant. Elle exerce la profession de comédienne. Elle connaît Charles Lazzuli depuis 30 ans, époque où ils étaient tous les deux élèves au Conservatoire de Paris. Madame Yolande Lavigne, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Bien, d'après les témoignages que nous avons entendus précédemment, donc, vous seriez allé rejoindre Monsieur Lazzuli au théâtre l'après-midi du meurtre, est-ce exact? Absolument. Il vous a appelé au téléphone? Il m'a appelé pour me donner rendez-vous dans la salle de spectacle du Théâtre des Variétés. Vous êtes arrivé vers quelle heure? Vers 15h30. Mon Charles. Mon gros chat. T'avais vraiment pas besoin de ça. Tu te rends compte? Après tout ce que j'ai fait pour elle. Mais t'inquiète. Je la laisserai pas te détruire. Trop tard, c'est déjà fait. Cette fille, c'était toute ma vie. Mais non, c'est une garce. Tout le monde le savait. Mais toi, quand t'es amoureux, faut te raisonner. Oh, Francis? Vous êtes là? À cette heure-ci? J'avais besoin de discuter. Tu te doutes de qui? Oh, ça, je m'en doute, oui. Mais crois-moi, celle-là, c'est pas demain, fait qu'elle retravaillera. Toi, pourquoi t'es là si tôt? Bah, j'étais dans le quartier parce que j'étais acheté des couteaux pour ma collection d'armes. Oh, mais c'est superbe. Ils peuvent, au prix où ils sont. Mais tu les as achetés où? Bah, dans la galerie, là, à côté du théâtre. Et, comme vous voyez, je les range dans ce tiroir. Tu devrais les laisser dans ta loge. Ma loge? Enfin, comme elle est protégée? Ah ouais, merci. Hein. Non, au moins avec le public dans la salle, on me les piquera pas. Avec ce qui s'est passé hier soir, moi j'ai plus confiance en personne. Tu t'entends bien? En personne. Même pas en moi. Charles, regarde-moi bien dans les yeux. Je te tiens pour responsable de ce qui est arrivé. Nous deux, c'est fini. Francis! Rideau! Oh! Non, calme-toi. C'est rien, mais ça va passer avec le temps. Non.
Mon chat. Bon, bah alors, et l'autre, ta Virginie, tu veux que j'aille lui parler? Si tu veux, mais ça changera rien. Je sais plus quoi faire. Oh, mon chat. Bon, allez faire les comptes du spectacle. Ça, au moins, pour ça, je suis bon. Ouais, je suis dans mon bureau. Madame Lavigne, à qui téléphoniez-vous, là? À Virginie? Et vous l'avez eu au téléphone? Non, pas du tout. Et j'ai pris la décision de... Comment ça, pas du tout? Vous êtes tombé sur un répondeur, c'est ça? Oui, je suis tombée sur un répondeur, oui. Je l'ai pas eu en puis direct. Et donc, j'ai pris la décision d'aller chez Charles, où elle habitait, puisqu'ils habitaient ensemble. Pour parler avec elle? Pour discuter avec elle de la situation et de ce qui se passait au théâtre avec Charles. Oh, c'est toi, écoute, c'est pas le moment, je te verrai au théâtre. Virginie! On n'agit pas comme ça avec les gens. Je rêve. T'es quand même pas venue jusqu'ici pour me donner des leçons de morale. Je sais que t'as l'âge d'être ma mère, mais enfin quand même. Jusqu'au bout, tu seras charmante, toi. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Parfaitement. J'en ai marre de Charles. Ras-le-bol. Et tu vois, pour une fois, je suis sincère. Bon, tu veux bien me foutre la paix, ouais? Non mais Virginie, il fait le maximum pour toi, il t'aime. Allez, maintenant les violons. Fais attention, tu pourrais le payer très cher. Eh oh, t'es qui, toi, pour me parler comme ça? Je suis sa meilleure amie, c'est tout. Ah ouais? Et tu lui as demandé combien pour venir me convaincre? Oh, je suis vraiment heureuse d'arrêter de jouer avec toi parce que j'ai jamais pu te piffer. Eh ben, je te rassure, moi aussi. Je cachais bien mon jeu, hein. Eh ben, tu vois, quoi que t'en penses, je suis bonne comédienne. Bon, puis allez, fous-moi le camp et mêle-toi de ce qui te regarde. Justement, faudrait pas que tu aies à le regretter. Oh, mais je n'ai aucun regret. Tu comprends le français? Dehors, la duègne. À ta place, je réfléchirais. Vous disiez bien que j'en suis incapable. Mais c'est vrai. Mais parfois dans la vie, il est temps d'éviter des choses tragiques. Quelle chose tragique. Mais c'est quoi, ça, des menaces? Pour la dernière fois, change d'avis, sinon je crains le pire. Le pire, ce serait de rester avec cet abruti. Surtout que je lui ai déjà trouvé un remplaçant, et ça, tu peux aller lui dire. Allez, allez, dégage, dégage, la regarde, fous-moi le camp! Alors ça, tu vois, c'est le mot de trop. Madame Lavigne, à la suite de cette scène assez violente, vous êtes retournée au théâtre tout de suite? Non, pas tout de suite. Il fallait que je marche un peu. J'avais des courses à faire. Je suis restée dans le quartier qui est assez proche du Théâtre des Variétés, puisqu'il habite rue des Martyrs. Oui. Je suis redescendue à pied, j'étais dans une pharmacie, j'ai été m'acheter des produits de maquillage. Et vous êtes revenue au théâtre vers quelle heure? Je sais pas, 18 h. À peu près 18 h. 18 h. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons commencer par Madame Cotenson. Vous pensiez à quoi quand vous l'avez menacé? Je pensais que Charles risquait de se suicider. Ça, c'était le tragique. Oui, je pensais que le pire qui pouvait arriver, c'est qu'il fasse une bêtise, oui. Et que mon affection, enfin, est plus forte quand même. Monsieur Nagui. Vous aviez avec Charles Azuli des rapports très intimes, il fut un temps. Est-ce que vous avez toujours été amoureuse de lui? On a eu une liaison quand on était au conservatoire. Mais cet amour a duré ou pas? Pas du tout. C'était qu'une... C'était une histoire... Une histoire passagère. Une histoire passagère. D'accord. Vous êtes droitière? Oui. Et lorsque vous êtes allée à la pharmacie après le théâtre, vous n'avez acheté que des produits de beauté? J'ai acheté du coton, j'ai acheté... Non, je suis allée à la pharmacie et dans une parfumerie. Vous pouvez acheter des cotons, du mercurochrome, de l'alcool, non, du j'ai acheté sparadrap. du coton, du sparadrap, oui, effectivement, des petits... Vous aviez besoin de sparadrap? Oui, je m'étais coupé l'ongle ici, je m'étais arraché l'ongle. Pas avec un couteau? Non, pas avec un couteau. Monsieur Jalabert, d'abord. Est-ce que vous êtes amoureuse de Monsieur Lazuli? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Je l'aime tendrement, comme un frère, comme un ami. Excusez-moi de couper un Beaucoup, petit peu. Je énormément. vous rappelle, Madame Lavigne, que vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous nous affirmez ici qu'encore aujourd'hui, vous n'êtes plus amoureuse. Pas amoureuse. Je ne suis pas amoureuse de monsieur Charles. Alors, Monsieur Savoie. Est-ce que vous êtes revenu au théâtre avec les achats que vous aviez faits dans l'après-midi? Oui, absolument. Monsieur Paco-Rabanne. Comment étiez-vous habillé lorsque vous êtes revenu au théâtre? Aviez-vous des gants? Non, je ne porte pas de gants.
Merci. Monsieur Werber. Est-ce que vous pensez que M. Lazulis aurait pu commettre ce crime, motivé par la jalousie? Oh non. Absolument pas. Et est-ce que vous pensez que M. Perrin aurait pu commettre ce crime? Pas du tout. Il n'y a que des innocents. Écoutez, je ne peux pas... je n'ai pas de raison de penser que Francis est tué. Je connais Francis également depuis 30 ans. Je suis désemparée devant cette situation. Je ne sais pas quoi... Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris sa mort? Vous êtes dit, c'est bien fait pour elle, elle l'a bien cherché? Puisque j'étais sur le plateau. Je peux vous dire que c'est quand même... c'est une chose quand même qui c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne sait plus si on est dans la réalité, on ne sait plus ce qu'on voit, là. C'est une sensation... Est-ce que je peux poser une question à M. Francis Perrin? Tout à fait. Est-ce que je peux avoir le pitch de votre pièce qui a été détruite, qui s'appelait La preuve par 3, parce qu'il y a 3 couteaux, donc ça m'intrigue de savoir qu'on tombe sur ce chiffre de 3. Ah, il y en avait 5 avant. Mais malgré tout, ça m'intéresserait je vous d'avoir rappelle le qu'il y avait pitch 5 couteaux. Il y avait 5 couteaux. Mais j'aimerais connaître le pitch de cette pièce qui a disparu. C'est un huis clos entre 3 personnages et il y a une énigme policière. Voilà. Et à la fin de cette énigme policière, c'est qui l'assassin? Je peux vous le révéler, c'était les 3. C'était les 3. C'était les 3. Nagui? J'aimerais comprendre, lorsque vous êtes allé voir Virginie, est-ce que votre idée initiale est de la menacer et de la faire revenir, entre guillemets, peut-être à la raison et à nouveau amoureuse de Charles, ou est-ce que c'était pour faire passer un autre message? Je voulais essayer d'arranger les choses, en fait. Vous pensiez qu'elle pouvait changer d'avis, revenir... Je ne sais pas si elle pouvait changer d'avis. J'étais face quand même à une structure mentale qui était très différente de la mienne et très particulière. C'était une femme assez capricieuse, qui était en relation avec Charles depuis 1 an et qui était de caractère... Qu'est-ce qui vous permet de vous mêler de cette histoire? Pourquoi? De quel droit allez-vous la voir pour lui parler? Parce que je suis une amie intime de Charles et que entre... Mais pas d'elle, en l'occurrence. Pas d'elle, mais on peut quand même, on se parle, on se voit quand même pendant 200 représentations tous les soirs au théâtre. Je quand même pas, je passe pas devant un ectoplasme. Quelqu'un avec qui je parle le soir, on entretient quand même le soir au théâtre, même si on n'est pas tout le temps ensemble, on entretient des rapports quand même de camaraderie entre guillemets. Madame Cotenson. Alliez-vous avoir un rôle dans la pièce que Francis Perrin avait écrite? Ah non, pas du tout. Madame Ventura. Je voudrais savoir ce que vous avez fait de 18h à 20h15. Vous êtes resté dans votre loge? Oui, je suis restée dans ma loge. Vous n'avez croisé personne? Non, absolument pas. Vous J'ai fait n'avez un thé, j'ai lu. Vous n'avez rien entendu, rien vu? Ah non, c'était le silence complet. Je savais que Francis se reposait dans sa loge. Et Virginie, étant donné que je l'avais quittée vers 4h30, je savais qu'elle était chez elle, en peignoir, en train de se préparer. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire après, je ne savais pas quelle heure elle allait arriver. Vu ce qui se passait un petit peu dans le théâtre, je ne pensais pas du tout... Est-ce que vous avez fumé? Oui, j'ai fumé dans ma loge, oui. Bien, Maître Collard. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez eu peur que Charles Lazulis se suicide après avoir appris sa déconvenue. Quand vous avez su que le manuscrit de M. Perrin avait été brûlé, quelle réaction de sa part avez-vous craint? Je ne pensais pas que, indépendamment de cette crise de colère et une représaille verbale, ou en tout cas une dispute avec elle excessive, je ne sais pas ce qui pouvait se passer, j'ai pas imaginé 2 secondes qu'il puisse y avoir un acte... criminel ou quelque chose de cet ordre-là. Mais vous n'avez pas craint qu'il aille se suicider? Ah, mais Monsieur Perrin, j'ai pas pensé 2 secondes qu'il se suiciderait, non. D'accord, madame, merci. 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 Maître? Pas de question, Monsieur le Président. Pas de question. Bien, veuillez retourner à votre place et nous allons accueillir le 3e et dernier témoin. Le témoin numéro 3, Frédéric Lefebvre, 34 ans, célibataire, régisseur du Théâtre des Variétés, possède un casier judiciaire pour avoir violenté et harcelé l'une de ses ex-conquêtes. Monsieur Lefebvre, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Monsieur le Président. Très bien. Monsieur Lefebvre, quel sentiment éprouviez-vous, vous étiez le régisseur de ce théâtre, pour la victime, pour Virginie? Écoutez, pas mal de sentiments, en fait. J'avais pas de relation avec elle, mais... elle était avec le producteur. Oui. Et
Voilà, quoi, c'est pas le genre de fille pour moi, Non, mais je veux dire, vous aviez quelque chose pour elle? Vous l'admiriez? Vous étiez amoureux d'elle? Vous... Répondez. Oui, j'étais amoureux d'elle. Oui, je l'aimais. Et ça se traduisait par quoi? Vous avez fait des déclarations? Vous la regardiez le soir sur scène? Oui, il y a certains soirs où, enfin, elle avait un moment où elle se déshabillait sur scène et bon, il m'est arrivé d'être caché, de la regarder de temps en temps. Sortez, madame, si vous êtes présentable. Oh, ma chérie, tu es revenue. Étienne, je t'en prie, présente-moi. Qui est cette jeune femme? Céline. Ma femme a raison. Qui êtes-vous, mademoiselle? C'est la mairie qui m'envoie. Pour chercher des rats. Eh ben, t'as trouvé une souris. Cette admiration, monsieur Lefebvre, que vous aviez pour elle, on va appeler ça comme ça, est-ce qu'elle était partagée? Est-ce qu'elle acceptait ça? Est-ce que vous lui en avez parlé? Est-ce que vous jouiez avec elle? Non. Est-ce qu'elle jouait avec vous? Oui, ça serait plutôt ça, oui. Mais en fait, je me suis déclaré plusieurs fois. Je voulais l'inviter à Moscou avec le train, avec l'Orient Express. Ouais. Je lui ai fait des poèmes, enfin bon. Oui. Et puis? Et en Est-ce fait- qu'il y a eu des conversations avec elle? Non, non, elle m'a toujours mis dans le vent. Avant le crime, quelque temps avant, il y a eu quelque chose de particulier? Bah oui, en fait, bon, j'avais cassé ma tirelire, je lui ai offert des fleurs, un superbe bouquet, et elle m'avait convoqué dans sa loge, mais c'est pas pour ce que je croyais. Ah, c'est vrai? C'est vrai, tu me le présenteras? Oh, je t'adore. Oui, d'accord, je me dépêche après la représentation. À tout à l'heure, chérie. Tu me manques. Ouais? Mademoiselle Virginie, c'est Fred. Non, la lotte nulle. Allez, t'es temps que t'arrives, toi. Non, mais t'as vu cette lumière de merde? Je me maquille comment, moi, avec 4 ampoules en moins? Ça va, vous énervez pas. Oh là là, mais je vais voir quelle tête, moi, sur scène. Vous êtes toujours très magnifique. Oh, tes compliments de balle, tu peux te les garder. Bon, ces ampoules, c'est pour demain? Non, ça va, je vous les change. Oh. Mes fleurs, vous les avez jetées? Mais t'espérais quand même pas me sauter rien comme offrant un bouquet de fleurs. Non, mais pas du tout, mademoiselle Virginie. Oh, l'autre, avec ses 3 marguerites pourries, non mais, il Mais rêve. c'est pas des marguerites, c'est des roses. Non mais, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Qui je vais être? Mais je voulais juste vous faire plaisir. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-moi pour une bille. Bon, puis allez, change-moi ces ampoules si c'est pas trop compliqué pour ta petite tête. Non, c'est très simple. C'est comme moi, hein. Je suis quelqu'un de très simple. De simplet, ouais, tu veux dire. Eh ben, tu vois, moi, c'est le contraire. J'aime quand c'est compliqué. Quand c'est beau, quand ça brille. Du genre Diamonds. Vous savez, mademoiselle Virginie, je vais vous dire une bonne Alors, chose. écoute, là, t'es mignon. Tu me gaffes pas, tu dégages. Allez. Ciao. Bye bye. Plus tard. T'es fou, toi? T'as mal, là? Là, non. Mais là, oui. T'inquiète pas, là. Francis, j'ai des fleurs pour toi, tu les veux? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très, très dure avec vous. L'après-midi du meurtre, monsieur Lefebvre, vous avez fait quoi? Bien, comme d'habitude, je suis arrivé à 14h. J'ai vu monsieur Charles et Yolande assis dans la salle. Ensuite, j'ai fait mon petit tour. Régie, coulisses, plateau. J'ai fait ma mise. Et vous avez rencontré l'accusé pendant ce... Oui, tout à fait. Oui, j'ai rencontré monsieur Francis, mais il était pas très, très content. Il n'a pas été très sympa avec moi. Fred! Oh, Fred! Oui, monsieur Francis. C'est pas parce qu'on arrive à la dernière qu'il faut se relâcher. Bien sûr, monsieur Francis. Oui, parce que hier, pendant mon changement rapide, j'ai failli rater mon entrée en scène. Il y avait des câbles partout par terre. Ah non, mais ça c'est normal, j'ai un compte qui a claqué, alors j'ai tiré les câbles. Eh ben, je veux pas le savoir. Dis donc, mon costume en plus était boutonné. Tu sais bien que j'ai 30 secondes pour me rhabiller quand j'ai poussé Virginie dans le placard et pendant que Yolande rentre. 30 secondes! Qu'est-ce que je fais moi ce soir si ça recommence? Je suis désolé, monsieur Francis, mais c'est l'habilleuse. Ah, c'est ça, oui! Tout le monde est désolé dans ce théâtre de merde! Bon, tu vas faire ta mise là sur le plateau, allez hop. Comme d'hab, monsieur Francis. C'est ça, c'est ça. Hé, tu me ranges les câbles et tu vérifies les accessoires. On est bien d'accord là maintenant? D'accord, monsieur Francis. Bon. Allez, chut, file. Non, non, attends, il y a un truc important. Si tu trouves des couteaux dans le tiroir de la commode... Je les enlève, c'est ça? Non. Tu les laisses à leur place, j'ai mis là exprès. Pourquoi faire?
Dis donc, si on te le demande, hein, cherche pas à comprendre. Pigé? Pigé, monsieur Francis. J'espère, oui. Et dis donc, je veux voir personne dans les loges et dans les coulisses. Vous allez faire votre sieste, comme d'hab. Eh oui, et j'aimerais bien dormir 2 heures sans être dérangé. C'est possible? Tout est possible. Si vous permettez, je vais vous enlever votre cendrier. D'accord? Ça commence à sentir un peu mauvais. Voilà, messieurs les jurés, si vous, messieurs et mesdames les jurés, si vous avez des questions à poser, je vous rappelle que c'est le dernier témoin, que si vous voulez poser des questions au témoin ainsi qu'à monsieur Perrin, c'est la dernière fois que vous aurez l'occasion de poser des questions. Nous allons commencer par monsieur Savoie. Est-ce que vous gardez vos gants tout l'après-midi, là, au théâtre? Bah oui, pour bosser, on en met toujours dans un théâtre, oui. Monsieur Verber. Vous avez donc un casier judiciaire, monsieur Lefebvre. Qu'est-ce qui s'était passé dans votre affaire précédente? Vos actes de violence, c'était quoi au juste? Je me suis un petit peu emporté. Avec mademoiselle Gigolet, bon voilà, mes mots ont dépassé ma pensée et puis bon bah je l'ai un peu poivré quoi. C'est-à-dire, vous lui avez donné des coups de poing, des gifles, vous l'avez bousculé ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui, parce que, excusez-moi, monsieur Lefebvre, poivré est un terme que nous ne comprenons pas très bien. Vous avez fait quoi exactement? Vous lui avez mis des coups de poing, des gifles? Est-ce que vous l'avez frappé avec un objet contondant? Non, je lui ai mis une bonne claque, une torgnole. Bien. Monsieur Paco Rabanne. Oui, qu'avez-vous fait du cendrier qui contenait les cendres du cigare? Je les ai apportés sur le plateau. Et toujours avec vos gants? Oui, bien sûr. Madame Ventura. Pourquoi avez-vous apporté ces cendres sur le plateau? Parce qu'elles font partie du décor. Tout objet doit être à sa place. Les cendres? Non, le cendrier. Vidé? Oui. C'est-à-dire que vous avez vidé, vous avez pris ce cendrier, vous l'avez vidé, et Oui. vous êtes allé apporter ce cendrier en plateau parce qu'il faisait partie du décor. Voilà, tout à fait. Pourtant, on a vu tout à l'heure, dans une scène précédente, un cendrier qui n'était pas du tout le même et qui était déjà sur le plateau. Celui-ci était en verre, il était dans la loge de monsieur Perrin, donc il y a quand même une discordance. Là. Non. C'était son cendrier, il était plein, vous avez dit je vais jeter les... Oui, je vais jeter les cendres, oui, tout à fait. Voilà. Donc il était supposé venir de là et revenir au même endroit. Non, il fait partie, comme je vous le disais à l'instant, il est sur le décor. Ça veut dire que c'est un cendrier qui appartient à la pièce dont monsieur Perrin se sert et que vous ramenez sur le décor, en plus des autres cendriers qui éventuellement sont sur le plateau. Qui peuvent... Oui. Oui, monsieur Nagui. Puisqu'on parle de cendrier et de cendres, vous faites aussi un tout petit peu la police dans les loges, dans les couloirs, dans les coursives du théâtre pour demander aux comédiens d'arrêter de fumer, parce qu'apparemment tout le monde se lâche sur la cigarette. Oui, mais enfin, comme dans tous des lieux publics, je veille à ce que... Bon, déjà d'une, je suis un petit peu allergique au tabac, et puis je veille au grain. Est-ce que Madame Yolande, par exemple, a l'habitude de fumer une dernière cigarette avant d'entrer en scène? Est-ce que vous avez l'habitude de lui demander d'arrêter? C'est régulier? Oui, d'ailleurs, c'est un petit rituel entre nous, c'est rigolo, je lui fais toujours Je lui demande d'arrêter de fumer juste avant d'entrer, oui. On sait jamais si je suis responsable du théâtre, si jamais il y a un incendie ou quoi que ce soit. Madame Benaïm. Juste une question sur vos relations avec Monsieur Lazuli, puisqu'il était le petit ami de Virginie. Quelles étaient vos relations à tous les deux? Cordial. Monsieur Lazuli a toujours été aimable avec moi, gentil. Il était au courant de votre béguin pour sa compagne? Je crois, ouais. Enfin, je crois que ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Hein. Je voudrais que vous posiez une ou deux dernières questions. Profitez-en si vous avez des questions à poser à monsieur Perrin, parce que vous ne pourrez plus lui en poser après, ou au témoin. Monsieur Herbert. Est-ce que vous pensez que certaines situations d'humiliation méritent qu'on tue en retour? Non, rien ne justifie un meurtre. Vous n'auriez pas été capable de tuer Virginie pour l'humiliation qu'elle vous a fait? Non. Vous en êtes sûr? Oui. Maître Collard. Une question à M. Perrin. Monsieur Perrin, pour quelle raison éprouvez-vous le besoin de signaler aux témoins ici présents que vous avez acheté des couteaux et d'indiquer l'endroit où ils se trouvent? Parce que la veille, je vous dis, j'avais subi un grave préjudice et je ne voulais pas encore que
que ça arrive avec ma collection, parce que dès que j'ai une émotion, qu'elle soit ou négative ou positive, je me fais un cadeau. Et ça, c'est un cadeau auquel je tenais énormément. Monsieur Perrin, on ne pouvait pas les brûler, les couteaux. Non, mais on pouvait les prendre. Et, comme ça, je prévenais exactement toutes les personnes. Oui, c'est pour ça que vous avez prévenu tout le monde que vous aviez acheté des couteaux. Oui, mais ceux qui étaient là, oui. Voilà. Et en les prévenant, en leur disant qu'il y a des couteaux, en indiquant l'endroit où ils se trouvent, vous pensez vous garantir contre un vol, contre une destruction. Bien sûr. Ah oui. Et en ne le disant pas, vous n'étiez pas plus rassuré? Non, parce que je sais que lui, il aurait vérifié la mise et donc qu'il les aurait pris à ce moment-là. C'est un voleur potentiel, lui? Écoutez, je ne sais pas, mais enfin, j'avais pas confiance. Excusez-moi, mais donc vous savez, moi, j'étais dans une... Vous n'aviez confiance en personne, donc? Non, j'avais plus confiance en personne. Ça effectivement. Maître Martial. Oui, Monsieur le Président, une seule question à Monsieur Perrin pour dissiper toute ambiguïté à ce sujet-là. Vous nous avez expliqué que vous êtes un gros fumeur de cigares et on le voit. Absolument. Vous vérifiez votre plateau, vous vérifiez votre scène. Et est-ce que pour vous, il est étrange qu'on retrouve dans ce placard, dans lequel on retrouvera la victime, des cendres de votre cigare que vous auriez laissé tomber par mégarde? Écoutez, moi, je crois que ce crime qui a été commis, je crois qu'on a voulu, à travers ce crime, me faire du mal, parce que c'est une machination que vraiment, et qu'on a fait, je ne comprends pas pour quelle raison on a voulu... C'est-à-dire que vous considérez qu'au-delà du mal qu'on a voulu faire, hélas, à Virginie, on a voulu vous en faire... Je pense que moi, on m'a visé, oui, absolument. Autre question, maître? Pas de question, Monsieur le Président. Bien, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs les jurés, vous qui nous regardez, vous avez à peu près tous les éléments pour vous faire votre intime conviction. Il nous reste encore beaucoup de choses, c'est-à-dire le réquisitoire, la plaidoirie et puis les délibérations. Nous allons commencer, comme il est tradition, par le réquisitoire. Maître Collard, c'est à vous. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs du jury, c'est vrai que M. Perrin, on a envie de le défendre. Avec ses chaussettes de curé d'autrefois et son short à fleurs, on se dit c'est le brave mec, il ne peut pas faire de mal à une mouche et encore moins à une femme dans un placard. Ça, c'est l'apparence. Vous savez, Landru, il aimait l'opérette. Alors, je veux dire que plus un individu cherche à se dissimuler derrière l'apparence de la gentillesse, de la mièvrerie, avec une voix tremblotante comme ça, plus il faut se méfier parce qu'il cherche à nous prendre pour des imbéciles, pour des abrutis. Et on s'en rend compte quand on examine de près son histoire. Cette femme, elle commet un acte qui, pour moi, est forcément pour lui parce que, et c'est sa circonstance atténuante du reste, il aime l'écriture. C'est sa vocation. Il a consacré sa vie à incarner par les mots et par le jeu la littérature. Il écrit un livre, il n'a pas de copie, c'est-à-dire que tout l'effort qu'il a accompli pour construire un livre disparaît sans vol en fumée. Je veux dire que c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver à un écrivain. Et il va être capable de jouer la comédie comme si de rien n'était avec cette espèce de salope qui a vraiment détruit, et je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça qu'il doit le ressentir, qui a détruit sa construction issue de son âme, son écriture. Alors, c'est pas de la comédie, monsieur Perrin, c'est pas de la comédie, c'est de la dissimulation, parce que cette bonne femme, vous ne pouvez pas jouer avec elle sans avoir envie de l'étrangler, sans avoir envie de la tuer, ce que vous avez fait. Et les preuves de votre culpabilité, elles sont évidentes. D'abord, vous n'êtes pas l'homme gentil, aux chaussettes de curé et aux caleçons fleuris comme une plate-bande. Vous êtes capable, et on l'a vu, de virer Lefebvre dans des conditions ignobles, avec une méchanceté inouïe. Alors n'allez pas jouer le jeu du petit garçon qui a les doigts dans la confiture. Vous êtes violent et vous êtes méchant. Alors, le seul qui a un mobile indiscutable, un mobile humain, un mobile sérieux, c'est lui. Les autres, ils ont des mobiles de théâtre, quoi. Bon, le cocu, je m'excuse, c'est comme ça qu'on les appelle encore, il veut se suicider. Yolande, elle irait tuer parce qu'on l'a traité de ringarde. Et Lefebvre, on sait que lorsqu'il a une histoire avec sa compagne, il la frappe et il la menace. C'est le
c'est la brute qui cogne, quoi, mais il tue pas. Tandis qu'un type qui a toute la complexité intellectuelle de l'homme de théâtre, qui aime l'écriture, qui est capable de se consacrer entièrement à un livre, vous croyez qu'il va accepter qu'on détruise ce livre sans être porté par une haine farouche? Alors il va nous dire, et c'est là où il nous prend pour des abrutis, véritablement, il va nous dire, mais c'est une machination. Alors là, on a le choix entre deux hypothèses. Ou il est maladroit, et les maladresses des assassins ne vont quand même pas leur servir, ou il a construit une théorie pour nous faire tomber dans le piège, à savoir qu'il s'est organisé pour pouvoir dire l'achat des armes, je l'ai dit, étrange quand même, cette passion pour les couteaux, au passage. Hein, bon. Il pourrait collectionner les fleurs ou les timbres. Non, c'est les couteaux qu'il collectionne, les couteaux. Bon. Après, il nous dit... après, il y a son empreinte. Ah ben, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ah oui, bien sûr, le complot. Mais quand même, vous n'avez pas le sentiment que s'il raconte à tout le monde qu'il a acheté des couteaux, et s'il raconte à tout le monde qu'il les a cachés à tel endroit, c'est pour pouvoir, une fois l'assassinat commis, aller dire aux jurés « mais je suis victime d'un complot ». N'entrez pas dans le complot qu'il vous propose, à savoir de laisser filer un assassin qui a tué une femme délibérément, tout simplement parce qu'elle a détruit sa vie, ce qui, s'il avait le courage de se lever et de dire « je suis coupable », lui voudrait des excuses, mais quand on ajoute au crime, Monsieur Perrin, la comédie, ça devient vraiment sinistre. Bien. Maître Collard, je vous remercie pour ce réquisitoire. Je rappelle encore une fois la performance des avocats. Ce sera la même chose pour Maître Martial, qui ne savait pas, avant d'entrer dans ce prétoire, s'il serait la défense ou l'accusation et qui ignore totalement la solution de notre énigme. Avant d'écouter la défense, puisque la défense a toujours le dernier mot, je souhaiterais, pour que vous forgiez une dernière fois votre intime conviction, que nous revoyions quelques images qui définissent à la fois les faits et les caractères des acteurs de cette tragédie. J'étais dans le quartier parce que j'ai acheté des couteaux pour ma collection d'armes. Oh, mais ils sont superbes. Ils peuvent, au prix où ils sont. Mais tu les as achetés où? Dans la galerie, là, à côté du théâtre. Et, comme vous voyez, je les range dans ce tiroir. Allez, dégage, la regarde, pour moi le con! Alors ça, tu vois, c'est le mot de trop. Tout est possible. Si vous permettez, je vais vous enlever votre cendrier. D'accord? Ça commence à sentir un peu mauvais. Maître Martial, pour la défense de Monsieur Perrin, c'est à vous. Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs les jurés, je crois que du côté de l'accusation, on a trop vu, trop regardé, on a été trop attentif au personnage qu'il pouvait être. Le roi des cons a-t-il joué? Et je crois que vous voulez le garder dans ce rôle ce soir où certains qui sont derrière moi en ce moment pensent qu'il va rester le roi des cons. Cet homme, mesdames et messieurs les jurés, ne peut pas être coupable de ce crime dont on l'accuse. Vous avez sans doute retenu, parce que vous auriez été aveuglé, et s'il en avait été ainsi, que ses empreintes étaient sur les couteaux, que la cendre de son cigare était dans le placard, que son grand défaut, c'est du moins ainsi qu'il se présente, c'est d'être soupolé, mais que sa qualité, il le dit aussi, c'est la franchise. Tout ça, c'est aveuglant. Tout ça, Monsieur le Président, messieurs, c'est de l'apparence. C'est de l'apparence de culpabilité. Mais ce n'est que de l'apparence. Les coupables, ils sont derrière moi. Les coupables, ils sont deux. Il y a d'abord le producteur, ami de 30 ans, qui vient d'un coup d'un seul
de perdre sans doute celle qu'il considérait comme l'amour de sa vie, qui, en même temps qu'elle a brûlé le manuscrit de la prochaine pièce de Francis, vient également de le couper de la future production qui lui était promise. « C'est fini entre nous », a dit Francis. Il avait raison, parce qu'il avait senti que cet ami de 30 ans n'était plus capable de réagir en face de cet amour qui l'aveuglait et qui le rendait pantelant devant tout ce qu'elle était capable de faire, devant cette marionnette qu'elle était capable de présenter à cet ami de 30 ans. Il n'était plus rien. Mais il va renaître. Il va renaître parce que Yolande, celle du conservatoire, l'a toujours aimé. Elle n'a jamais oublié ces 2 mois qu'ils ont passés ensemble. Elle est restée, chienne fidèle, à ses côtés. Et ce soir-là, cet après-midi-là, alors, dans son esprit à elle, va naître la vengeance, certes, mais la vengeance au service de son Charles, de son gros nounours, de son gros chat. Vous l'avez vu, il a ses gants à la main. Vous l'avez vu, ils ont regardé les couteaux. Vous le savez, ils peuvent errer sur ce plateau comme ils veulent, sans aucune hésitation. Ils l'ont tué. Ils s'en sont débarrassés. Dès lors, mesdames et messieurs, monsieur le président, messieurs, vous vous souviendrez de tout. Et vous vous souviendrez que cet homme n'est pas coupable, que cet amoureux du théâtre, que cet amoureux des mots n'est pas celui qui a tué cette Virginie-là, dont on peut penser tout ce qu'on veut. Vous saurez simplement vous souvenir de ce que disait Bernard Blier en parlant de lui. Il le traitait affectueusement de petit con. Il ne sera pas le petit con coupable ce soir. Merci, maître. Nous allons, mesdames et messieurs les jurés, nous retirer pour délibérer et ensuite nous vous révélerons la vérité. Mais avant de nous retirer pour délibérer, je voudrais que l'accusé se lève et ait un dernier mot pour essayer éventuellement de nous convaincre de son innocence. Monsieur Perrin. Monsieur le Président, tout ce que je peux dire, comme l'accusation m'a dit que je ne pouvais pas jouer, on est obligé de jouer. Je vous assure que ça a été très dur pour la dernière, de jouer avec une partenaire que effectivement je haïssais, mais c'est le métier. Moi, j'ai joué aussi quand mes parents sont décédés. On joue dans des moments très très difficiles, et c'est un peu le sort de notre métier, c'est de mentir, mais de là à commettre un crime, je vous assure, excusez-moi, mais que je suis vraiment innocent, et c'est tout. Mesdames et messieurs, nous allons nous retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. À présent, vous allez assister à un résumé des délibérations. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, délibérez vous aussi et votez chez vous pour celui que vous croyez coupable. Bien. Mesdames et messieurs les jurés, vous êtes donc là pour délibérer en votre âme et conscience, comme l'impose la loi. Alors, je vais vous laisser parler entre vous. Je vous rappelle que vous devez faire appel à votre intime conviction, désigner par rapport à un tribunal normal, non pas l'innocence ou la culpabilité de celui qui est dans le box, mais en plus que vous nous désigniez un coupable. Je voudrais, avant de vous laisser entre vous discuter, je voudrais d'abord faire un petit tour de table pour savoir qui, à votre avis, déjà est pour la culpabilité de Francis Perrin qui est dans le box. Je voudrais que lèvent la main ceux qui pensent à la culpabilité de Francis Perrin. 1, 2, 3 personnes. Maintenant, on va argumenter là-dessus. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ceux qui sont pour la culpabilité de Francis sont pour la culpabilité de Francis? D'abord parce que c'est un homme qui a commis le crime, puisqu'il avait à déplacer l'armoire pour mettre les couteaux, et l'armoire était une grande armoire, donc je pense a priori que c'est un homme. Ça peut être aussi une femme baraquée, mais je n'en vois pas vraiment. Si vous avez des arguments contraires à Michel, vous pouvez y aller. Deuxièmement, c'est un auteur de romans policiers. Donc il est assez retors pour avoir lui-même montré les couteaux pour que tout le monde
pour qu'il puisse dire à tout le monde, mais non, mais il y a mes empreintes, mais enfin, vous voyez bien que c'est un complot. Ouais. Donc c'est un docteur vraiment policier. Et parce qu'il en fait trop, je trouve qu'il pleure trop à la fin, je trouve que c'est excessif. Voilà, mais c'est pas une certitude. Oui, discutez entre vous. Sur l'armoire, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est une armoire, c'est un décor de théâtre, donc l'armoire peut être extrêmement légère. Elle est très légère. En revanche, je suis d'accord sur l'aspect, j'en fais beaucoup, je pleurniche au tribunal, qui est un peu comédien. Qui est, je joue un peu justement ce dont on parlait, le petit con. Et en revanche, il a demandé instamment à être tranquille pour faire une sieste de 2 heures. Qu'a-t-il fait pendant ces 2 heures où personne ne l'a dérangé? Il a dit comme d'habitude. Le régisseur a dit comme d'habitude. Mais personne ne l'a vu, personne. Et jusqu'à... Enfin, si régulièrement il dort. Et moi, je pense En que tout cas- quelqu'un qui est calme fume ses cigares en plein. Hein. Il fume pas comme ça. Enfin, on a l'impression de voir un cendrier avec 5 ou 6 cigares qui ont été fumés, mal fumés d'ailleurs, donc ce qui prouve un certain état de nervosité. Il se dit, t'es un grand fumeur de cigares, un grand Ça fumeur. prouve qu'il n'a pas dormi aussi. Un grand fumeur S'il de a tellement fumé, c'est un qu'il n'a grand- pas dormi. J'ai remarqué aussi que Ah non, quand c'était il avant mettait... C'était avant les cigares, mais avant qu'il demande la sieste. Non. Mais C'est- avant c'est- sa sieste. J'ai Ah oui. remarqué que, pour aller dans votre sens, que Francis en mettant les couteaux, a laissé tomber, je pense, un peu de cendre Dans le cendrier. dans le... Non, pas dans le cendrier. Dans le tiroir. Dans le tiroir, là où il y avait les couteaux. Et donc, il est possible que quand il ait pris les couteaux, il ait emmené les cendres et la cendre est restée... Même dans si le c'est pas lui, même si c'est qui que ce soit ayant pris. Qui que ce soit ayant pris. Écoutez, moi je trouve que Francis Perrin c'est trop facile et on ne nous dérange pas pour une évidence. Je trouve qu'il faut quand même un esprit rotor pour faire un scénario de pièce de théâtre, sinon on prend pour des imbéciles. Et je trouve qu'il faut quelqu'un qui ait des gants. Or, le producteur avait des gants. Et le producteur vraiment était en rage. C'est un homme irascible. Il est gros, il est irascible, il est violent. Et il était un peu chafouin. Il a tout perdu. Non, Il c'est a pas- pas Xavier. ben, il voulait perdre encore plus. Juste Ben, un détail, justement, il y a un homme quand on perdu. perd Pourquoi faut-il tout, des gants Pourquoi faut-il des gants quand on perd tout, on perd encore plus. Ah, mais je suis d'accord avec vous, moi je suis pour sa culpabilité. Oui. donc, Non, mais Parce que pourquoi les autres, c'est trop faut-il des gants facile. Il a pas Le l'air violent. Frédéric Faut-il des gants Lefebvre, c'est trop facile. Un petit voyou, il brûle Oui. les voitures. Non. Dans le quartier, la Yolande, non. C'était Non, mais- une femme, c'est pas un truc de Pourquoi femme. faut-il des gants Parce qu'il n'y avait pas d'empreinte Il y avait celle de sur le Francis. couteau. Il y a celle de Francis. Oui, mais c'est trop facile. Moi, les évidences, j'aime ça. Il y a un élément qui m'a pas si fait grave. donner un trouble sur Frédéric Lefebvre. C'est tout simplement la personne qui a poussé l'armoire, enfoncé les 5 couteaux, ramené l'armoire et mis les cintres. Il a fallu au moins un quart d'heure pendant lequel cette personne était certaine de ne pas être dérangée. Or, la personne qui pouvait déranger, c'était Frédéric Lefebvre, qui circule, on ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas à quel moment il va passer sur le plateau. Donc, Sauf il y a qu'il que a, Frédéric il a un Lefebvre rituel quand même, ce Frédéric Lefebvre. Oui, il l'a mais dit. n'importe Il a dit, qui. je fais... Tu peux d'abord, dire, c'est surpris en train de mettre Attends, des mais couteaux. va au bout alors. Donc, Alors, la personne qui enfonce les 5 couteaux doit être sûre que Frédéric Lefebvre ne va pas passer. Ouais. Et que personne ne va passer. Parce que... c'est vrai. Et qu'elle peut remettre les cintres, et qu'elle peut ramener tout et tout. Non, vas-y. Donc, la seule personne qui sait le trajet de Frédéric Lefebvre, c'est Frédéric Lefebvre lui-même. Oui, mais Tous les autres, au moment où ils enfoncent, ils peuvent avoir peur que le type repasse. il est parti chercher des fleurs ou des choses comme ça. Il s'est Qui est au absenté. théâtre entre Ça prend 2h30 de ça prend beaucoup de l'après-midi temps d'enfoncer des couteaux dans du Non, bois, dans une plan entre les plans. tirer le machin, ramener tout. Non. Pardon, mais qui est au théâtre dans l'après-midi très tôt, vers 2h30 de l'après-midi? Yolande part voir la jeune femme. Le producteur reste là avec Francis Perrin et Frédéric. Donc déjà, les trois sont là à ce moment-là. Ils peuvent Donc ça surprendre semble l'assassin. exclure automatiquement Yolande. Qui ne dit Et revient qu'à peut-être- 18h. Yolande, elle revient vers 18h, elle a tout à fait le temps de le faire. Yolande Ah, une coupure. a une coupure. Elle a un bout de Oui, mais ça, la sparadrap. coupure, Mais elle a une elle coupure est quand bien avant la coupure. Non, la coupure est dans l'après-midi. Oui, elle est à Elle est quand 14-15 elle va heures voir, oui. avant qu'elle aille à la pharmacie, Oui. où elle a pour ça que dit je parlais j'ai de acheté des complicité avec sparadraps Frédéric et j'ai Lefebvre. acheté du Oui. coton. Donc elle s'est blessée. Elle a dit se retourner un ongle.
D'accord? Elle peut aussi s'être coupée avec une lame de couteau, avec une écharpe. Mais elle est avec... partie tout de suite du C'est pour théâtre. ça que je Elle dit parlais de qu'elle est partie complicité tout tout à de l'heure, suite du parce théâtre. Elle peut avoir utilisé... À 2h30, elle est allée voir. Elle a téléphoné. Oui, 15h30. Elle téléphone à la fille, elle part tout le temps. Elle a peut-être pas eu le 15h30, temps. elle est Déjà, partie. ou alors s'ils ont changé les couteaux, c'est qu'ils sont tous les deux complices. Voilà. C'est pour ça que je te parlais de C'est complicité gros. Hein, avec le petit Lefebvre. Elle, elle aurait mis... elle aurait... Non, mais surtout, elle aurait mis les couteaux avant d'aller voir Virginie. Oui, mais alors à ce moment-là, l'autre était là. Pas rien. Pour un manuscrit. Tuer quelqu'un pour un manuscrit, ça ressemble à rien. Mais y a pas Tuer de- pour une histoire d'amour, tuer Une parce histoire que... d'amitié. Non, mais Une non. amitié de 30 ans. Tu tues pas pour ça. Non, tu tues pour une histoire C'est une d'amour. histoire d'amour. Et quand on Mais regarde rien bien, ne dit, moi, Yolande, j'ai pensé à elle un est quand moment même... donné que c'était lui avec lequel tromper, C'est ce que je veux dire. avec lequel Virginie Ce que je disais, trompait parce le que, régisseur, à un le moment, producteur. Elle est au téléphone, elle lui dit à ce soir, mon amour. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'elle n'aurait pas découché pour se faire pardonner quand elle a découché, elle se fait pardonner d'avoir brûlé le manuscrit en couchant avec Francis Perrin. Et Voilà. elle revient à 14h en disant, mon pauvre chéri, tu m'as plus servi à rien. Mais si, moi Autant je veux bien croire que Francis Perrin soit un chaud lapin, autant pour conclure avec quelqu'un qui a brûlé son manuscrit, il faut quand même y aller. C'est un autre scénario. Non, mais laissez-moi étayer quand Ça, même. c'est du Valérie Bellé tout craché. Non, mais laissez-moi étayer. Mais Elle non. se rend compte que son amant, c'est-à-dire Charles, ne lui sert plus à rien, puisqu'elle n'est pas dans le prochain Perrin, dans la prochaine pièce de Perrin. Donc elle se dit, j'ai peut-être fait une boulette en brûlant le truc, après je vais le retrouver, je vais passer la nuit avec lui, je vais me rabibocher, et je vais réussir, comme j'ai toujours su, manœuvrer les hommes par le bout du nez, et j'obtiendrai mon rôle. Et elle dégage celui qui je ne... rajoute de l'eau à ton Hein moulin. Elle peut très bien aller voir à ce moment-là Francis Perrin et lui dire, ce n'est pas moi. Francis Perrin est accusé. Tous les mots qu'il a employés l'enfoncent. C'est quand même idiot. Et c'est trop gros. Il sait de toute façon, comme l'affaire d'Outreau, qu'il va prendre le truc en pleine figure. Le Frédéric Lefebvre, c'est pareil. C'est trop facile. C'est un mec de banlieue. C'est un mec qui sait très bien qu'il va être accusé. Les deux qui sont retors en diable et qui, dans cette histoire, deviennent possibles, c'est le Charles Lazuli parce qu'il avait des gants et la Yolande parce qu'elle est d'une haine farouche et elle veut défendre comme une tigresse son ancien amant. Qu'elle a toujours aimé. Elle a toujours aimé. Il y a aussi une Et autre l'histoire raison. du sparadrap, mais vraiment pour moi, me chagrine beaucoup et me dit ça peut être que elle. C'est un petit détail, c'est le seul petit détail. L'autre détail qui accuserait Charles Lazuli, c'est les gants. Et le regard avec... Et là, on s'est entraîné sur les rangs. C'est pour ça que j'ai posé à Yolande, avez-vous des gants? Parce que je pensais que c'était elle. Oui, mais ça n'empêche pas de prendre les gants de Charles. Tu veux prendre l'étoffe? Non, c'est pas Charles. L'histoire du sparadrap, ça voulait dire que si elle s'est coupé le doigt, elle n'avait pas de gants, donc il y aurait forcément ses empreintes sur les couteaux. Exactement. Donc je pense... Elle s'est pas coupée avec l'étoffe. Elle n'a pas laissé son sang. Si elle a... Imagine, tu tues quelqu'un. Avec la lame, donc le sang est sur la lame. Il y a son empreinte. Donc le sang est sur la lame. Si elle s'est Mais même coupée si avec la lame, le sang est sur la lame. Elle s'est peut-être retourné l'ongle avec un bout de l'armoire, avec une écharde. Elle peut s'être C'est-à-dire, blessée. déjà, la forme du crime est quand même très étrange. Quand on doit tuer quelqu'un, s'ils sont tous sous l'empire de la passion, ben, ils prennent le couteau, ils la tuent discrètement derrière un rideau, et puis voilà. Donc, cette idée de mettre 5 couteaux, parce que c'est pas un couteau, c'est pas un couteau qu'on pourrait mettre au niveau du cœur, c'est 5 couteaux. C'est un peu comme ces tours de magie, vous savez. C'est La Vierge de Nuremberg. La Vierge de Nuremberg. Donc, c'est quelqu'un qui a la passion, probablement, du meurtre compliqué. C'est pour ça que malgré tout, même si j'ai fait une première suspicion sur Frédéric Lefebvre, Francis Perrin, par le fait qu'il écrit des polars, peut être fasciné par l'idée de faire un meurtre qui soit théâtral. Parce que c'est un meurtre théâtral, et c'est un meurtre compliqué et risqué. Et risqué pour une raison simple, c'est que ça demande... Il y a toujours, moi je reviens à cette idée, il y a toujours le risque, au moment où le mec met les couteaux, d'être surpris par l'un des 4 autres. Or, la personne qui a fait ça devait savoir qu'elle ne serait pas surprise par les 3 autres personnes. Et ça, c'est qu'elle serait pas surprise. Il suffit N'importe qui de aurait se pu mettre être à sa surpris. place. Mettons-nous à la place de chacun des personnages. Imaginons Charles Lazuli. Il voit que tout le monde s'en va, il se dit tiens, il y a les couteaux dans le tiroir, je les prends, je pousse la commode. Mettons-nous un instant, étudions l'hypothèse Lazuli. Et chacun fait mobile. Et au moment où il le fait, il sait que personne ne va venir le déranger, que personne ne va le voir, et en plus qu'on va accuser l'autre, et qu'il va revenir, et que tout va bien se passer.
Yolande Lavigne, pareil. Il faut les visualiser en train de commettre l'acte et se dire, est-ce que ces personnes... Parce que c'est pas un couteau, c'est 5 couteaux. C'est 5 objets à poser. Il faut un mobile pour chacun solide. Quels pourraient être les mobiles de chacun pour... Ils ont tous des mobiles. Ils ont tous des mobiles. Charles Lazuli, on le voit. Ils ont tous des mobiles. Mais c'est le choix. Je vais être machiste. C'est le choix du maître. C'est une idée de femme. Le crime est une idée... c'est tordu. Il n'y a pas de criminel homme, vous croyez? Non. C'est tellement tordu. Que les hommes ne commettent jamais de crimes. Les hommes commettent toujours les crimes d'une façon violente et immédiate. Ah oui, ils sont si gentils. Voilà. Non, c'est des salopards. Ils sont passionnés. C'est des salopards. Ils prennent un couteau, ils prennent une bouteille et ils fracassent le crâne. Les femmes, c'est tordu? Les femmes, tiens, par nature même. Ah, oui, vous avez raison. L'histoire d'Ève et de la pomme. Quels sont les premiers qui sont arrivés sur les lieux? C'est la police. C'est la police qui décide que Francis Perrin est le coupable. Donc il faudrait savoir... Parce que c'est lui qui la jette, à cause des empreintes. Parce que sur scène, c'est lui qui la jette dans le placard. Donc ça veut dire que... Les empreintes et les cendres. Donc ça, c'est quand même... Et puis il la jette. C'est lui qui fait le geste, de toute façon. Ça, c'est le point de départ. Non, oui, mais le point de départ. C'est lui qui fait au point de départ. Guy, finissons les mobiles des uns et des autres. Perrin, grosso modo, on est en train de dire il n'y a pas de mobile. Mais pas vraiment. Le mobile est répertorié. Ok, très bien. Faible. Charles Lazuli. Mobile. Alors, mobile. Il était... Attends. passionnel. Il était producteur de Perrin, viré au bout de 30 ans d'amitié. En même temps, vu le démarrage en termes de nervosité de Perrin, il peut lui avoir dit déjà 10 fois dans sa carrière tu me fais chier, on arrête de bosser ensemble, et il se rabiboche 15 jours après. Tu as raison, si c'est un meurtre passionnel, c'est pas avec 5 couteaux. C'est-à-dire quand c'est un meurtre passionnel, c'est t'en as marre de l'autre, tu prends le couteau. Il y a quand même un scénario, là. Il y a un scénario. Bien, mesdames et messieurs les jurés, nous avons laissé pas mal de temps pour délibérer. Je crois que maintenant, vous allez pouvoir prendre vos petits papiers et entourer le nom que vous souhaitez pour le mettre dans l'enveloppe. Vous avez encore le choix dans le fond de votre conscience de désigner votre coupable idéal. Mesdames et messieurs qui nous regardez, nous nous retrouvons dans quelques instants. Je voulais juste ajouter que si vous vous êtes trompé, c'est pas très grave parce que plein de gens, sûrement dans la télévision, se sont trompés, que c'est très difficile de rendre la justice. On s'en rend compte là, maintenant. Terriblement. Et nous nous retrouvons dans le prétoire pour le verdict et évidemment la vérité. Et en attendant, pour vous qui nous regardez, un dernier résumé des images essentielles de cette affaire. Tu sais bien que j'ai 30 secondes pour me rhabiller quand j'ai poussé Virginie dans le placard et pendant que Yolande rentre. 30 secondes! Qu'est-ce que je fais moi ce soir si ça recommence? Ta pièce, t'es pas prêt de la jouer. Ah, comment ça? Son titre, c'est bien la preuve par 3. Eh ben t'aurais mieux fait de l'appeler la preuve par le feu. La preuve par le feu? Je serais toi, je me précipiterais dans ma loge. C'est parce qu'il... Eh ben vas-y, ça te coûtera encore plus cher. Pauvre abruti, va. Charles? Tout est possible. Si vous permettez, je vais vous enlever votre cendrier. D'accord? Ça commence à sentir un peu mauvais. Bien, l'audience reprend. Mesdames et messieurs les jurés ayant délibéré, je suis en mesure de vous donner les résultats du verdict de ce procès. Alors, avant qu'ils entrent en délibération, les jurés avaient déjà fait un choix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, juste avant de rentrer en délibération, Monsieur Perrin, vous aviez 3 voix pour votre culpabilité, Monsieur Lazuli avait 2 voix, Yolande Lavigne avait 3 voix et Fred Lefebvre avait une seule voix. Ça veut dire que Monsieur Perrin et Yolande étaient à peu près à égalité dans les soupçons de culpabilité. Et puis ça a bougé. Ça a bougé pendant les délibérations au point que maintenant, après avoir délibéré, les jurés ont décidé que Monsieur Lazuli avait une voix, que Monsieur Fred Lefebvre avait une voix, que Monsieur Perrin avait perdu une voix, donc en avait 2. Donc, vous êtes acquitté, Monsieur Perrin, et Yolande Lavigne a 5 voix. C'est-à-dire que la majorité du jury est persuadée
que Madame Lavigne, vous êtes coupable de cette effroyable mise en scène. Alors normalement, les policiers devraient venir pour vous enchaîner, mais vous savez que dans ce tribunal, nous n'arrêtons que les véritables coupables, une fois que nous connaissons la vérité, car nous avons le privilège de pouvoir demander la vérité à la personne qui est la mieux placée pour savoir cette vérité, puisque maintenant qu'elle est décédée, elle peut lire dans la conscience de chacun. Je vais demander qu'on le fasse entrer, la victime, mademoiselle Virginie Moretti, qui était une jeune femme très arriviste, très ambitieuse. Personne ne mérite la mort, mais c'est vrai qu'elle était assez violente dans ses sentiments, assez violente dans son ambition. J'ai dit que, maintenant que vous n'étiez plus là, vous pouvez lire dans la conscience de chacun, vous me le confirmez? Oui. Oui, et ce soir, quelqu'un ne doit pas avoir la conscience tranquille. Oui. J'ai été tuée par des lames de couteau devant 500 personnes et ces lames de couteau ont été installées par... Et oui, mesdames et messieurs, c'était bien Francis Perrin, le metteur en scène de cet acte horrible. Monsieur Werber, Madame Cotta, Monsieur Savoie étaient sur les bonnes pistes. En fait, vous avez vu que dans l'armoire, il a en plus rajouté des cendres. C'est bien ça, Madame Virginie? Absolument, et il n'a pas non plus effacé ses empreintes sur les couteaux. Il avait accumulé toutes ces preuves contre lui pour semer le doute dans vos esprits et... visiblement, il a réussi. Et visiblement, il a réussi puisque le jury l'a acquitté. Avant de vous donner, comme je vous l'ai promis, la preuve irréfutable de sa culpabilité que vous auriez dû voir, je voudrais que vous vous leviez, Monsieur Perrin, parce que dans notre tribunal exceptionnel, on n'arrête que les véritables coupables. Je voulais savoir, avant que vous partiez, pourquoi avez-vous fait cette mise en scène au lieu de la tuer directement? On comprend que vous soyez fort chagriné qu'elle vous ait brûlé votre manuscrit, mais pourquoi cette mise en scène? Monsieur le Président, dans le manuscrit que Virginie avait brûlé, je racontais exactement ce scénario d'une personne qui a accumulé les preuves contre lui pour se faire acquitter. Je comprends. Mettez les menottes à Monsieur Perrin. Virginie, vous avez peut-être un dernier mot à lui dire? Oui. Oui, je voudrais lui dire merci, car même si ma mort a été douloureuse, maintenant je me sens libérée, parce que être une garce dans la vie, c'est parfois difficile à porter. C'est un rôle difficile. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Perrin, avant de partir? Oui, Monsieur le Président, je voulais dire que Virginie est une très bonne comédienne et qu'elle n'est pas digne de jouer les seconds couteaux. Emmenez-le, s'il vous plaît. Et Madame Virginie, partez vous asseoir sur le banc, parce que pour la justice, cette affaire est terminée, mais pour nous, mesdames et messieurs, pour vous, messieurs les jurés, je vous avais dit qu'il y avait une preuve irréfutable de la culpabilité de Monsieur Perrin. Il fallait ouvrir l'œil, bien regarder. Elle était bien cachée, cette preuve irréfutable, mais elle était incontestablement là. Souvenez-vous, lorsque le régisseur fait son témoignage en disant qu'il regardait Virginie tous les soirs, c'est-à-dire quand la pièce se déroulait normalement après que Monsieur Perrin l'ait jetée dans le placard. Voilà ce qui se passait tous les soirs. Monsieur Perrin rentrait sur scène avec un costume, avec un pantalon et une veste qu'il avait enfilé par-dessus son caleçon. Et rappelez-vous, dans la loge, quand le régisseur est passé voir Monsieur Perrin dans l'après-midi. Tu sais bien que j'ai 30 secondes pour me rhabiller quand j'ai poussé Virginie dans le placard et pendant que Yolande rentre. 30 secondes! Qu'est-ce que je fais moi ce soir si ça recommence? Je suis désolé, Monsieur Francis, mais c'est l'habilleuse. Ah c'est ça, oui, tout le monde est désolé dans ce théâtre de merde! 30 secondes. Monsieur Perrin nous le dit, chaque soir, il a 30 secondes pour se précipiter dans son costume et revenir sur scène. Alors le soir du meurtre, il aurait dû se précipiter en coulisses, mettre son costume et revenir sur scène en costume. Regardons ces 30 secondes. Regardons Monsieur Perrin qui jette Virginie dans le placard et puis qui part en coulisses
Alors on peut supposer qu'à partir de là, comme il le dit, il a 30 secondes. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut très bien imaginer qu'il enfile la jambe gauche de son pantalon, puis la jambe droite, et puis qu'il boutonne son pantalon, qu'il le ferme. Il a encore largement le temps en coulisses d'enfiler une manche de sa veste, l'autre, d'enfiler définitivement sa veste pour revenir sur scène, continuer à jouer cette pièce. Et lorsqu'il entend le cri et qu'on l'appelle, voici comment M. Francis Perrin revient, en caleçon comme quand il est sorti. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la preuve irréfutable de sa culpabilité. Parce que pourquoi n'aurait-il pas mis ce costume? Ce costume qu'il met tous les soirs. Eh bien, il ne l'a pas mis tout simplement parce qu'il était le seul à savoir que la pièce allait s'arrêter. Il était le seul à savoir que quand Yolande ouvrirait le placard, elle découvrirait le meurtre et que cette pièce s'arrêterait. Il n'a pas pris la peine d'enfiler un costume qui ne lui aurait servi à rien. Il est resté en caleçon derrière la porte à attendre les cris. Mais c'est vraiment la preuve irréfutable de sa culpabilité, je le répète encore, parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas enfiler ce costume et de revenir avec sur scène. Voilà, mesdames et messieurs, peut-être que les plus perspicaces d'entre vous l'ont remarqué. De toute façon, tout cela n'était que de la fiction. Vous pouvez retourner à la réalité.